Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous salue. Je vous salue de Korogo à Boisseau. Je vous salue d'Aboisseau à Mans. Je vous salue de Mans à Abidjan. Je vous salue à Boaké. Je vous salue à Yamoussoukro, à Daoukro. Je vous salue à Dembokro. Je vous salue à Gagnoa, à Daloa. Je vous salue à Zouan-Ounien. Je vous salue à Akoupé, à Alépé. Je vous salue. Je vous salue à Kong, à Ferké-Sédougou, grand peuple africain de Côte d'Ivoire. Je te salue à Béoumi. Je te salue dans toutes les terres vivantes de l'homme. Et je n'oublie pas mon petit village Abidji de Sikensi, Saikensai. Je te salue, peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons suivi, non sans ahurissement, même si c'était prévisible, le spectacle désolant, honteux, incongru, avilissant, écœurant d'une soi-disant présidente du Conseil constitutionnel ivoirien, énonçant la liste des soi-disant candidats retenus à la soi-disant élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous donner une analyse à chaud de cette décision incongrue, qui n'est pas une surprise, mais qui montre à quel point la haine du peuple ivoirien est ancrée dans l'âme d'Alassane Dramane Ouattara et de tous les bandits qui l'accompagnent à la tête de ce pays, avec la bénédiction du néocolonialisme français, dont il est venu obtenir l'assentiment avant de procéder à cette énième violation des normes élémentaires d'une civilisation politique. Dans mon analyse, je commencerai par rappeler que l'acte que vient de poser Alassane Dramane Ouattara, car en effet, la présidente du Conseil constitutionnel n'a fait que lire l'ordonnance qu'il lui a transmise. Cet acte-là est cohérent par rapport à tous les actes qu'Alassane Dramane Ouattara a posés en Côte d'Ivoire depuis 1989. Ça, c'est le premier point que je vais établir, pour que nul ne soit surpris. La manière inimitable de s'asseoir du tyran était telle que, par un atavisme insurmontable, il ne pouvait que faire ce qu'il a fait. Deuxièmement, je vais rappeler pourquoi, incontestablement, toutes les candidatures qui ont été validées à cette élection sont des candidatures anticonstitutionnelles, sont des candidatures criminelles, sont des candidatures scandaleuses, sont des candidatures en réalité qui sont un crachat purulent à la figure du peuple ivoirien. Je dis bien toutes les candidatures, sans exception, parce que toutes sont le résultat de la manipulation d'Alassane Dramane Ouattara. Ça, je vais le démontrer. Et enfin, troisièmement, mais je vais m'intéresser à l'avenir immédiat et à moyen terme de la Côte d'Ivoire et essayer de dire, à partir de ma connaissance du sujet ivoirien, ce qui va se passer. Dans les limites du disciple, du raisonnable et du nécessaire, en ce lundi 8 septembre 2025 sur la terre des hommes. Je vous invite à partager ce direct et à l'archiver afin de vérifier point par point les choses que nous vous disons aujourd'hui. Vous vous rendrez compte que dans toute cette affaire, il y a un opposant politique, Guillaume Kibafori Soro, qui a été capable de prédire et de prévoir tous les coups qu'Alassane Dramane Ouattara a portés ces années dernières au peuple ivoirien. Et qui d'ailleurs a compris pourquoi il ne servait en réalité à rien d'aller déposer, alors même qu'on a exclu des listes électorales, une candidature à cette pour-élection. Il y a une déclaration du président Guillaume Soro qui est sortie avant la décision du pseudo-conseil constitutionnel. C'est une déclaration qui est un gisement de profondeur et de sagesse. Nous allons l'évoquer dans la troisième partie de cette allocution, de cette conférence. Si vous partagez le projet de cette conférence, encore un tour de parole. Qui est M. Alassane Dramane Ouattara? Alassane Dramane Ouattara est un individu antidaté. Il est connu pour avoir 3 actes de naissance pour la même vie. Parce qu'il a toujours eu des problèmes avec l'acceptation de son africanité. C'est un ennemi de l'Afrique.
C'est quelqu'un qui a honte d'être africain. Parce qu'à l'origine, d'abord, il a renié la terre ancestrale sur laquelle il est né. La terre bénie du Burkina Faso, qui s'appelait alors la Haute-Volta. Il l'a renié. Pourtant, son cordon ombilical et celui de ses parents sont à Sendou, en Haute-Volta, jusqu'à ce jour. La tombe de son père est à Sendou et il n'y va jamais se prosterner, car il ne veut pas reconnaître ce qu'il doit à cet homme qui lui a transmis la vie au cœur de notre Haute-Volta bénie. Terre bénie, terre aujourd'hui appelée Burkina Faso, pays des hommes intègres. Terre dont aucun être humain naissant ne devrait avoir honte. Terre qui mérite d'être consacrée et sacrée comme n'importe quel millimètre carré de la terre africaine. Alassane Ouattara est un renégat, mais un renégat de la pire espèce. Car il n'est pas seulement renié le Burkina Faso, qui lui a donné vie. Le Burkina Faso, qui par Dieu lui a donné vie, il n'a pas seulement renié ce pays qui lui a donné son éducation primaire, secondaire, et même qui, devant la pauvreté de ses parents, lui a accordé la bourse avec laquelle il a fait toutes ses études supérieures, avant que la Côte d'Ivoire n'apporte une contribution ponctuelle pour ceci. C'est Alassane Ouattara. Malgré cela, cet homme a été coopté par les néocolonialistes français et a été intégré progressivement dans les administrations du FMI, de la Banque mondiale, et plus tard de la Banque néocoloniale et coloniale de la France en Afrique, appelée tantôt BCAO en Afrique de l'Ouest et BEAC en Afrique centrale. La Banque du franc CFA, monnaie coloniale française, créée en 1945 par De Gaulle pour piller les richesses de l'Afrique et assurer la gratuité des matières premières africaines à la puissance coloniale et néocolonialiste française, jusqu'à ce jour. Ouattara est un pur produit d'une triple trahison. Trahison envers lui-même et ses racines. Trahison envers son pays d'origine. Trahison envers l'Afrique. Triple trahison. À laquelle il ajoute depuis un certain moment une trahison envers le peuple de Côte d'Ivoire qui a été bienfaisant et bienveillant, hospitalier envers lui. Ça, c'est un homme de la quadruple malédiction. Triple trahison et quadruple malédiction. Les mânes ancestraux du Burkina Faso ne peuvent que maudire Ouattara Dramane, qui a été l'un des agents de la déstabilisation du Burkina Faso les plus acharnés. Jusqu'il y a seulement quelques jours, il tentait encore un coup d'État contre le Burkina Faso. Malédiction de l'Afrique. L'Afrique dont il est un ennemi, puisqu'il a toujours été dans tous les coups fourrés contre la souveraineté monétaire, politique africaine, allant même jusqu'à menacer les chefs d'État en leur disant de ne pas parler parce qu'on les entend jusqu'à Paris. C'est une scène publique avec Alpha Condé. Alpha, attention à ce que tu dis, hein. On t'écoute jusqu'à Paris. Il fait partie de ces lâches qui ont perdu du temps aux peuples africains parce qu'ils prenaient leurs ordres chez les dirigeants français. C'est un traître à l'Afrique. Et on sait que c'est l'un des plus grands saboteurs du projet de création d'une monnaie africaine de l'Ouest indépendante. C'est lui qui a projeté par 2 fois le faux écho pour empêcher la naissance de la monnaie flexible indépendante ouest-africaine et ainsi sauver les meubles de la Banque néocoloniale de France. Ouattara Dramane, c'est ce qu'il est. Cet homme-là, je continue à le décrire. Il arrive en Côte d'Ivoire recommandé par ses maîtres néocolons français et surtout par une citoyenne française dont il est tombé amoureux et qui était devenue une courtisane de la classe politique ivoirienne. Après avoir perdu son époux, professeur de français en Côte d'Ivoire, Dominique Folorou Nouvian, qui deviendra dans les années 90 Ouattara, après avoir été une proche courtisane du président Houphouët-Boigny vieillissant, dont elle abusera tranquillement de la faiblesse. Alassane Ouattara est le produit politique d'une promotion canapé. C'est cela la vérité. C'est par les merveilles et la générosité d'une femme qu'Alassane Dramane Ouattara a pu approcher le président Houphouët-Boigny. Il l'approche au moment où sa vigilance faiblit. Il l'approche au moment où ses jours s'assombrissent. Et voilà comment cet individu entre dans la vie politique ivoirienne. Entrer dans la vie politique ivoirienne, il y souffre d'un problème, c'est qu'il n'a pas un passé commun avec les Ivoiriens. Il n'a même pas été comme nous autres, camarades de classe des Ivoiriens. Il lui faut donc se fabriquer une popularité artificielle en Côte d'Ivoire,
Comment cet individu diabolique va-t-il procéder? Il va lui falloir exploiter la fibre identitaire. Il crée la carte de séjour des étrangers ivoiriens de Côte d'Ivoire, ce qui permet de pourchasser les Maliens, les Guinéens, de pourchasser les Burkinabés, de pourchasser les Sénégalais, de pourchasser les étrangers africains en Côte d'Ivoire et même de les confondre à cause de l'identité de plusieurs patronymes africains avec des Ivoiriens du Nord. Une fois que les Ivoiriens du Nord commencent à être confondus dans les contrôles aux faciès, les contrôles de police, les contrôles aux patronymes, etc., Alassane Dramane Ouattara lance la création d'une charte du Nord, une esquisse d'un mouvement sécessionniste du Nord. Il prétend à travers cette charte du Nord défendre les Ivoiriens du Nord qui sont confondus dans les contrôles de police qu'il a lui-même inventés avec leurs frères du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger, de la Guinée et même du Ghana. Ainsi, Alassane Ouattara se positionne-t-il en Côte d'Ivoire comme le défenseur des exclus qu'il a lui-même créés. C'est Ouattara qui a fait dériver le concept culturel d'ivoirité sur le terrain politique. Comme Premier ministre, il procède au bradage de l'économie ivoirienne avec ses amis néocolonialistes français, occidentaux et moyen-orientaux. C'est le responsable des pires privatisations, des maillons les plus vivants de l'économie ivoirienne des années 90, Ouattara Dramane. C'est lui qui prépare la Côte d'Ivoire au coup de massue de la dévaluation de 1994. C'est Ouattara Dramane qui plie l'État de Côte d'Ivoire à toutes les normes du FMI, de la Banque mondiale, qui fait de la Côte d'Ivoire, en réalité, un État surendetté. Ouattara Dramane. Mais il ne s'arrête pas là. C'est le plus grand brutaliseur de l'opposition ivoirienne, après le retour du multipartisme. Il attaque les cités universitaires, massacre des étudiants. Il attaque l'opposition. Et un certain 18 février 1992, il menace de tuer le président Laurent Gbagbo et ses compagnons de l'opposition ivoirienne de cette époque-là. C'est la même menace qu'il fait peser à l'instant où je vous parle sur le président Laurent Gbagbo et tous les dirigeants de l'opposition. Alassane Dramane Ouattara est passionné par le crime. Le crime est chez lui une manière d'exister. Il a besoin de sang pour se sentir puissant. C'est un homme profondément mauvais. Il est mauvais. Il est maléfique. Alassane Dramane Ouattara va tenter donc par la suite une série de coups d'État jusqu'à celui qu'il perpètre en cette année 2025. Car il s'agit bien d'un coup d'État. C'est un coup d'État de plus qu'il est en train de perpétrer. En 1993, quand le président Houphouët-Boigny décède, officiellement le 7 décembre, Ouattara veut voler la fonction de président de la République en violant l'article 11 de la Constitution, qui prévoit pourtant que l'intérim du président soit assuré par le président de l'Assemblée nationale. Il s'appelle alors, ce président de l'Assemblée nationale, Aimé-Henri Konan Bédié. S'appuyant sur son allié, président du Conseil économique et social d'alors, Philippe Grégoire Yassé, tentant de s'appuyer sur le chef de l'armée, à l'époque le général de brigade Robert Gueye, tentant de s'appuyer sur le secrétaire général du PDCRDA d'alors, le ministre Laurent Dona-Fologo, qui a témoigné, Alassane Ouattara veut usurper le trône. Lui, venu de Sindou, ayant été progressivement admis par les Ivoiriens parmi eux, comme un fils adoptif au nom de leur panafricanisme et de leur hospitalité légendaire, Ouattara veut ravir le fauteuil présidentiel dès 1993, alors même que le corps du président Houphouët-Boigny est encore chaud dans la tombe. Heureusement, le général Robert Gueye lui dit à l'époque non. Heureusement, le secrétaire général du PDCRDA, feu le ministre Laurent Dona-Fologo, lui dit à l'époque non. Et ils ont tous témoigné. Ce sont des faits irréfragables. Alassane Ouattara n'a jamais démenti. Ouattara s'enfuit et essaye d'instrumentaliser le front républicain avec le FPI du secrétaire général Laurent Gbagbo d'alors pour faire un coup d'État contre le président Bédié en 1995. Pendant que Laurent Gbagbo se bat à la régulière par les manifestations de rue, Ouattara espère que ses partisans dans l'armée vont renverser militairement le régime du président, Henri Konan Bédié. Ça ne marche pas. L'homme reste en exil. Il a créé le RDR, un schisme du PDCRDA, entre-temps. Et à partir de cette période, Alassane Ouattara s'installe dans la rhétorique victimaire. On ne veut pas de moi comme président parce que je suis musulman, je suis du Nord. Or, ni du Nord, ni musulman, il n'est. Car, de mémoire de mangeurs de porc et de consommateurs goulus de toutes les bouteilles de vin et de champagne de la terre, on n'a jamais vu un tel musulman. Par ailleurs,
Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il est inconnu dans les villages du Nord. Voilà pourquoi il ne s'installe même pas pour sa villégiature à Kong, le supposé village de son père. Ouattara trouve comme village Assini Mafia, sur les flancs de la côte atlantique, dans le pays à Bouré, dans le pays à Ladjan, dans le pays à Caen. Oui, si Ouattara, prétendument, était du Nord, pourquoi n'y a-t-il pas construit sa villégiature de vacances? Pourquoi Alassane Ouattara n'a-t-il pas fait de Kong, la ville dans laquelle il va se reposer? Pourquoi n'y a-t-il pas construit les plus belles piscines de la Terre, installé les plus beaux climatiseurs, planté les plus beaux arbres et installé les plus beaux jardins, afin de se reconstituer de temps en temps auprès des terres paternelles, puisqu'il s'est inventé une descendance, eh bien, impériale. C'est bien parce qu'il n'est pas de con que ce monsieur s'est constitué un village artificiel tout naturellement à Assini Mafia. Mais il s'est installé là en réalité parce qu'il a toujours pensé que lorsque le moment le plus difficile viendra, il faudrait qu'il lui soit facile de fuir. De l'intérieur des terres à Kong, Alassane Ouattara a calculé que même en vitesse d'hélicoptère, il pourrait être rattrapé. Mais à partir d'Assini Mafia ou d'Abidjan, il voit déjà comment faire un saut de puce vers le 43e Bima, lui qui est un habitué du sauté-clôture. Et à partir d'Assini Mafia, il se voit déjà traçant rapidement, à partir d'un aéronef, vers le Gabon, ou le Ghana, ou le Sénégal, où l'attendent des régimes propices et favorables. Voilà l'homme. En 1999, il est directement l'inspirateur du coup d'État qui renverse le président Bédié. Les militaires qui renversent le président Bédié sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara, qui avaient travaillé à ses côtés à partir de la période de sa primature. D'ailleurs, avant de renverser le président Bédié, il dit « Je frapperai ce pouvoir et il tombera. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. » Et lorsque cela arrive, quand il rentre en Côte d'Ivoire, il dit « This is not a coup d'État ». De son anglais transparent, il dit « This is a revolution ». Ceci n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Il félicite le général Robert Gueye, qu'il appelle Bob, qui a fait du bon travail. Et il s'attend que le général Robert Gueye lui transmette le pouvoir. Quand celui-ci prend goût au pouvoir, Alassane Ouattara cherche à le tuer. Il lance ses partisans contre le général Robert Gueye. En septembre 2000, c'est le complot, eh bien, du cheval blanc. On essaye de tuer le général Robert Gueye. On ne le trouve pas. On abat son cheval. Et c'est ainsi que ce complot s'appelle le complot du cheval blanc. Ouattara Dramane ne s'arrête pas en si bon chemin. En octobre 2000, face à Laurent Gbagbo qui a battu Robert Gueye, certes dans une élection réduite à 2, Alassane Ouattara essaie de reprendre le pouvoir par la rue. Cela aboutit à l'effroyable charnier de Yopougon. Ouattara s'enfuit encore. Le 6-7 janvier 2001, ce sont ses partisans qui, à partir du Burkina Faso, lancent la tentative de coup d'État dite de la mercenaire noire, coordonnée opérationnellement sur le terrain par un certain sergent Ibrahim Koulibaly. Celui-ci échoue, bat en retraite au Burkina Faso, alors favorable à Alassane Dramane Ouattara en raison de ses origines dans ce pays. En septembre 2002, ce sont les partisans de Ouattara, et c'est pour Alassane Dramane Ouattara qu'on considère encore comme le patron des exclus de Côte d'Ivoire que le coup d'État est perpétré avec commandant opérationnel Guillaume Kibafori Soro, l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui depuis lors a reconnu. Ce coup d'État, on l'a fait pour Ouattara. On l'a fait parce qu'on pensait qu'il représentait ceux qui se sentaient exclus. Mais aujourd'hui, nous regrettons, point pour point, de l'avoir aidé. Regardez la monnaie de singe dans laquelle il a payé le peuple de Côte d'Ivoire et en particulier tous ceux qui l'ont aidé. En 2010, Ouattara est à la manœuvre. Alors qu'il a bénéficié en 2005 d'un décret signé spécialement par le président Gbagbo pour l'autoriser à être candidat. Alassane Dramane Ouattara, qui prétend aujourd'hui être légaliste à mort et que les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles du moindre recours, Ouattara n'accepte pas la première décision du Conseil constitutionnel qui lui dit « Vous avez perdu l'élection, laissez M. Gbagbo exercer le pouvoir ». Il entre en guerre et avec le soutien de la France et de l'ONU et de l'ancienne rébellion qui lui a permis de s'installer au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara s'installe au pouvoir au prix d'une guerre qui coûte 3000 morts au bas mot au peuple ivoirien. On peut croire que Ouattara s'est assagi, qu'avec tout le sang qui a coulé, tout le sang qui a été versé pour qu'il arrive au pouvoir, il essaiera d'installer un règne de paix, de réconciliation, de vérité et de justice. Oh, que nenni!
le goût du sang de l'homme est irrépressible. Alassane Dramane Ouattara continue à matraquer l'opposition. Il remplit les prisons ivoiriennes des partisans du président Babou. Quand le président Guillaume Kibafori Soro, qui a été son premier ministre, et par la suite son président de l'Assemblée nationale, lui demande solennellement, à travers notamment le discours du 3 avril 2017, j'étais à Abidjan, le jour de ce discours, d'ouvrir les prisons, de libérer cette partie de la Côte d'Ivoire qui a été abandonnée, qui a été piétinée, qui a été méprisée et humiliée. Alassane Ouattara fait inscrire Guillaume Soro parmi ses ennemis et se met à le faire combattre de l'intérieur et à essayer de l'assassiner. Ce qui conduit à sa démission du 8 février 2019 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, en 2020, perpètre dans ces conditions un nouveau coup d'État constitutionnel. Car la constitution de 2016 est très claire. Et Ouattara a battu campagne et a avoué. Et ses ministres, Cissé Bakongo, le ministre de la Justice, Sansan Kambile, sont passés devant les Ivoiriens. L'un s'exprimant même devant l'Assemblée nationale pour dire qu'il n'y a aucune façon pour qui que ce soit de faire plus de 2 mandats à la tête de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara jure ses grands dieux que la constitution de 2016 ne lui permet pas d'envisager un 3e mandat. Il fait faire campagne sur cette base. J'étais au stade de Bouaké le 31 octobre 2016, lors du dernier grand meeting de clôture de campagne. Et les flyers qui étaient partagés, les affirmations et les discours qui étaient tenus indiquaient bien la limitation de mandat à 2. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara pouvait faire un mandat de 2015 à 2020 et il ne pouvait d'aucune façon envisager de rester à la tête de la Côte d'Ivoire après 2020. Mieux, Ouattara applaudit lors de l'appel de Daokro du 17 septembre 2014, lors duquel le président Bédié, son allié d'alors, dans le cadre du RHDP, dit qu'en 2020, la candidature reviendrait à un candidat issu du PDCRDA dans le cadre du Gentleman Agreement entre lui et Alassane Ouattara. Ouattara applaudit. Alors que dans son cœur, il prévoit des plans noirs contre la Côte d'Ivoire et il prévoit de trahir Bédié, comme il a trahi Soro, comme il a trahi Babou, comme il a trahi Houphouët-Boigny, il prévoit de continuer à trahir. En 2020, Ouattara prétend se retirer au nom d'un candidat, Amadou Gon Coulibaly, qui représenterait son parti. Il se fait applaudir précipitamment par Macron, mais en fait, ce candidat a été choisi parce qu'il est moribond, parce qu'il est à l'agonie, parce qu'on sait que son cœur va lâcher, et même qu'on est prêt à faire lâcher éventuellement son cœur artificiellement. Amadou Gon clame dans les bras de Ouattara et Ouattara a le prétexte tout trouvé pour violer la Constitution et dire qu'il a été pris au dépourvu et qu'il lui faut être candidat. Plus de 300 Ivoiriens sont assassinés dans la foulée. Nguessan Kouakou Toussaint, notre enfant, notre fils, notre jeune frère, se faisant décapiter par les partisans de Alassane Dramane Ouattara à Daoukro en plein jour, lesquels se permettent même de jouer au football avec son crâne. Voilà ce que Ouattara a fait. Sur le chemin du pouvoir, Ouattara fait mourir dans son propre camp plusieurs de ses proches, dont notamment l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Celui-ci a commis l'erreur de croire, Amadou Gon mort, que c'était son temps qui avait sonné. Il a commis l'erreur de lorgner le fauteuil présidentiel. Un empoisonnement foudroyant. Eh bien, le frappe et début d'année 2021, celui-ci avant d'expirer s'écrie « Ils m'ont eu. Ils m'ont eu ». Ce « il » dont il parlait, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et toute sa smala de bandits, de criminels, d'assassins en col blanc qui tiennent la Côte d'Ivoire en otage jusqu'à ce jour. C'est ce monsieur-là qui, 5 ans plus tard, récidive et dit que la Constitution ne lui donne pas seulement un 3e mandat anticonstitutionnel, mais elle lui en donne un 4e. Voilà l'état dans lequel cette affaire nous arrive ce jour. Une succession de coups d'État, militaires et civils, au service d'une oligarchie corrompue, soumise au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Voilà la carrière politique d'Alassane Dramane Ouattara de 1989 à 2025. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de cette conférence. Dans la deuxième partie de cette conférence, nous allons analyser l'acte actuel. Ce que le Conseil constitutionnel prétend dire. Le Conseil constitutionnel nous dit, écoutez, il y a 5 candidats qui ont été retenus. On va voir donc
qui sont ces candidats et comment ils ont été retenus. Venons au Conseil constitutionnel. En Côte d'Ivoire, la commission électorale est à la botte de Ouattara. Le Conseil constitutionnel est à la botte de Ouattara. Les médias publics sont à la botte de Ouattara. Les caisses de l'État sont à la botte de Ouattara. Il s'octroie 342 et à presque 400 milliards de francs CFA de budget de souveraineté, lui tout seul, en tant que président de sa république bananière. Et il a le soutien des dirigeants néocolonialistes français qui, en retour, ont obtenu de lui de faire de la place de Côte d'Ivoire un précaré, eh bien, des multinationales françaises. Parce qu'il brade la Côte d'Ivoire pour ses amis français, occidentaux en général. Il lui a été donné carte blanche pour écraser le peuple ivoirien et installer une dictature de fer, remplissant les prisons de pasteurs, de prêtres, d'imams, remplissant les prisons de leaders d'opinion, remplissant les prisons d'intellectuels, massacrant les opposants, pourchassant les lanceurs d'alerte, contraignant les uns et les autres à l'exil et s'accaparant des biens de ses victimes, tout en spoliant progressivement le peuple de Côte d'Ivoire de ses propres terres, en compagnie de sa très boulimique épouse, qui, sous couvert d'agence immobilière de Côte d'Ivoire, a en fait réalisé le hold-up. Le hold-up foncier du siècle dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Personne n'a jamais accaparé, ne s'est jamais accaparé d'autant de terres que Mme Ouattara et son mari. Donc ce monsieur-là, en cette année 2025, pour s'assurer qu'il sera président de la République de Côte d'Ivoire à vie, il a commencé par exclure par avance tout candidat aux élections présidentielles qui serait capable de le battre en termes de rapport de force politique dans le pays. Il a bénéficié de la mort du président Aimé-Henri Konan Bédié, candidat de poids du PDCI, et il pensait que la question du PDCI résolue pour lui dès lors que le président Bédié est mort. A émergé des entrailles du PDC-RDA, Tidiane Thiam, ancien ministre de la République, qui était parti pour une carrière de banquier international, notamment en Suisse, et qui est revenu obtenir la légitimité intérieure du parti de l'indépendance, lorsque massivement les bases de ce parti, au détriment de Jean-Louis Billon, ont voté pour lui. Alassane Ouattara n'a pas du tout aimé le fait que le PDC-RDA ait rebondi après la mort du président Bédié en se donnant un chef qui a été reconduit par plusieurs fois, presque plébiscité par les bases de son parti. Ouattara n'a pas aimé ça. Mais il pensait contrôler le chef du PDC-RDA et en faire éventuellement un futur Premier ministre à sa botte. Simplement Tidiane Thiam, qui croyait avoir cru en Ouattara, lorsque celui-ci lui a dit « Tu peux être candidat pour la présidentielle, il n'y a pas de problème ». Tidiane Thiam n'a pas vu venir le poignard de Ouattara dans son dos. Ouattara qui estime que le PDC-RDA lui est dû, que le PDC-RDA doit être ramené de gré ou de force dans son machin de RHDP pourri. Alassane Dramane Ouattara n'attendait que le meilleur moment pour porter l'estocade à Tidiane Thiam. Après lui avoir délivré pourtant son passeport, après lui avoir délivré son acte de naissance, renouvelé, après lui avoir permis un retour au pays, sous couvert de l'idée qu'il pensait que Tidiane Thiam se soumettrait à lui, Alassane Ouattara ayant constaté que Tidiane Thiam voulait voler de ses propres ailes et ne visait ni plus ni moins que le fauteuil de président de la République, lui a retiré ses papiers ivoiriens, lui a retiré son inscription dans la liste électorale, lui a retiré son passeport et lui a retiré la candidature. Ainsi a-t-il procédé de sa bête noire absolue, qui n'est ni plus ni moins que le leader de Génération et Peuple Solidaire, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien chef des forces nouvelles, ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafouri Soro. Lui, Alassane Ouattara a cherché plusieurs fois à le tuer. D'abord, ce sont les partisans de Ouattara qui essayent de tuer Guillaume Soro le 29 juin 2007 sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. Pourquoi? Parce que Guillaume Soro a accepté d'être le premier ministre de la réconciliation avec Laurent Gbagbo. On estime qu'il est un traître, il faut le tuer. Ce sont les hommes de Ouattara qui ont loupé Soro. Mais là, Alassane Ouattara pensait pouvoir garder Guillaume Soro à ses côtés en lui proposant des menus postes en attendant son futur empoisonnement. Car Alassane Ouattara ne pardonne jamais à quelqu'un qui lui a dit non une fois. Quand vous lui dites non une fois,
Il vous endort, il vous prend à côté de lui, il vous appelle mon fils, jusqu'à ce que fiole. C'est un rancunier notoire. C'est quelqu'un qui est discipliné dans le mal. C'est quelqu'un qui ne laisse aucune occasion de cuire ses ennemis. Il a juré la mort de Guillaume Soro. Guillaume Soro a échappé à au moins 7 tentatives de kidnapping. Entre 2018 et 2025, au moins 7 tentatives de kidnapping direct. Et alors au moins 20 tentatives d'assassinat. Approche par personne déguisée, tentative d'approche par personne féminine déguisée, tentative d'encerclement de ces lieux de restauration, tentative de fichage de ces déplacements, tentative d'infiltration de ces organisations, tentative d'exploitation de ces relations. Tout, Alassane Ouattara essaye tout, tous les jours. Guillaume Soro est le sujet principal d'Alassane Ouattara, du matin au soir. Car il sait que Guillaume Soro le connaît bien. Et que Guillaume Soro le connaît trop bien. Donc, il l'écarte violemment de la compétition. Il instrumentalise la justice, il lui donne perpétuité. Après avoir annoncé la peine avant que le tribunal ne siège. Il a dit, Guillaume Soro, c'est 20 ans. Un mois plus tard, on a dit 20 ans. Oui, Alassane Ouattara a annoncé la peine de Guillaume Soro avant la tenue du procès. On va lui donner 20 ans. Lui, il va demander 20 ans pour lui. Vous voyez? Et il a distribué une kyrielle de 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans à beaucoup de gens, dont à certains, il a accordé l'amnistie, et à d'autres seulement la grâce, et à d'autres rien. La rancune. Soro en fait partie. Laurent Gbagbo en fait partie. On accorde, eh bien, la grâce, mais on n'accorde pas l'amnistie. Bon. Laurent Gbagbo, quant à lui, est le monument que le Ouattara a choisi de nourrir de la monnaie de l'ingratitude. Car en fait, Laurent Gbagbo a risqué plusieurs fois sa vie pour Ouattara. D'abord, une première fois, il risque sa vie dans le cadre du Front républicain en 1995. Au nom du panafricanisme, de l'intégration africaine, il défend Ouattara et accepte de sacrifier sa candidature à l'élection de 1995, qu'il boycotte, par solidarité avec Ouattara, qui est exclu. Laurent Gbagbo va risquer sa vie une deuxième fois pour Ouattara, parce que l'aile radicale du pouvoir Gbagbo des années 2005 a très mal vécu la signature du décret après l'accord de Pretoria entre Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Thabo Mbeki. L'aile radicale du FPI d'alors a très mal vécu la signature du décret en vertu de l'article 48 de la Constitution de 2000, par lequel le président Gbagbo autorisait exceptionnellement Alassane Ouattara d'être candidat. Laurent Gbagbo aurait pu être assassiné par l'un des siens. Tellement ils en voulaient à Ouattara pour ce qu'il leur avait déjà fait endurer, que quand il signe ce décret, une partie de son propre parti est très en colère contre lui. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Vous savez, il y a des leaders qui ont été assassinés par leurs radicaux. On parle parfois de Yitzhak Rabin en expliquant que Rabin a été tué par quelqu'un qui lui en voulait parce qu'il avait accordé aux Palestiniens des avantages que les radicaux, eh bien sionistes, ne voulaient pas voir accordés aux Palestiniens. Ils ont tiré sur leur propre premier ministre, ils l'ont tué. Donc, Laurent Gbagbo a risqué sa vie là, en 2005, quand il a signé ce décret. Et par la suite, sa vie, elle va être fortement menacée lorsque, appuyé par l'ONU et la France, Alassane Ouattara risque de le tuer dans sa résidence, eh bien, présidentielle. Troisième fois. Très bien. Alassane Ouattara a une ambition contre Laurent Gbagbo, c'est de l'humilier jusqu'à la fin de ses jours. Alassane Ouattara a une ambition contre Laurent Gbagbo, c'est d'essayer de briser la volonté de souveraineté inextinguible de cet homme. Et ce qu'il déteste chez Gbagbo et chez Soro, c'est le fait que ces deux hommes d'État, en particulier, ne se sont jamais soumis à ces quatre volontés. Ils se sont toujours tenus droit devant lui. Et Alassane Ouattara n'aime pas qu'on se tienne droit devant lui. Alassane Ouattara, comme l'a dit l'ancien Premier ministre, perd son âme, Charles Konan Banny, fait partie de ces gens qui conçoit l'amitié uniquement en termes de soumission. Si tu es son ami, soit il te domine, soit tu le domines. C'est pour cela qu'il est soumis aux néocolons français, aux impérialistes occidentaux, et il estime que les Africains doivent être soumis à lui.
Parce qu'il est soumis, croit-il, plus puissant que les Africains. Alassane Ouattara était un individu génuflexiste. Il ne respecte que les rapports de force. Tu es plus fort que lui, il se soumet. Tu es plus faible que lui, il te soumet. Tu ne veux pas te soumettre à lui, il te combat. Voilà Ouattara Draman. Il ne connaît pas les rapports apaisés d'homme à homme. Le face-à-face du dialogue de vérité. Alassane Ouattara ne connaît pas le respect dû à la dignité d'autrui, à la conscience d'autrui. Le respect dû au choix, à l'opinion d'autrui. Ouattara ne connaît pas ça. Dès que vous le contrariez, une succession de jurons très connus commence à défiler dans son crâne. Nyamorode, Batrade, Dangaden, tu vas voir. Ce sont les 4 paroles qui résonnent dans le crâne du satrape. Dès qu'il est contrarié, moi personnellement j'en sais quelque chose. Donc eux ils les détestent pour ça. Et ce sont les principaux opposants qui pouvaient l'éteindre. Donc il les a écartés d'office. Mais regardons alors qui il a retenu. Analysons un peu la liste de Ouattara. Et c'est là où vous allez voir que Ouattara est un cynique. C'est un cynique. C'est quelqu'un qui a tellement de haine et de méchanceté. Regardons sa soi-disant liste qu'il a faite lire par l'autre présidente accroupie, magistrate accroupie et éhontée, qui fait office soi-disant de présidente du Conseil constitutionnel. Elle ne sait à rien. C'est vraiment une femme indigne, complètement indigne, inutile, useless woman, celle qui a parlé là. Bon, regardons qui il retient. Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon est un homme d'affaires prospère de Côte d'Ivoire, d'extraction franco-ivoirienne, je crois légèrement métissé d'ailleurs, comme on le sent par son nom. Jean-Louis Billon a perdu les élections internes du PDC-RDA. Il a été battu en interne par Tidiane Thiam. Il n'a pas été capable de convaincre la base du PDC-RDA d'être son candidat. Alassane Ouattara le soutient parce qu'il veut diviser le PDC-RDA. Il veut diviser l'électorat du PDC-RDA. Bref, il veut justifier sa victoire déjà préparée d'avance, lui Ouattara, par le fait que le PDCI n'aurait pas été rassemblé. Vous savez, si le PDCI était rassemblé derrière un candidat, je comprendrais. Mais vous savez, s'ils sont divisés, les partisans de Tidiane Thiam n'ont pas voté. Les menus partisans qui ont voté pour Billon, mais ils ne peuvent pas me battre, Billon, de toutes les façons. Il n'a pas tout le PDCI avec lui. Bédier, d'ailleurs, j'étais passé avant Bédier. Il avait eu 26%, j'avais eu 32% en 2010. Là, maintenant, ce n'est pas Tidiane qui va rassembler tout le monde, puisque Billon lui a pris une partie. Même si Billon pouvait faire un miracle, peut-être qu'il va avoir 10%. Voilà le calcul de Ouattara. Donc, Billon a été validé parce que Billon permet de saboter la lutte du PDC-RDA pour la souveraineté démocratique du pays. On prend le deuxième nom. Awa Don Melo. Qui est Awa Don Melo? Mais Awa Don Melo, c'est un ancien vice-président du PPACI, ancien membre du FPI. C'est quelqu'un qui, a à peine 2 mois, était encore le vice-président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Pourquoi Ouattara valide-t-il la candidature de Don Melo? C'est pour diviser le PPACI. Et dire que il y a eu un candidat du PPACI, mais vous savez, il n'est pas populaire. Hein? Vous savez, finalement, bon, il a essayé de faire du mieux qu'il peut, mais il ne peut pas être aussi bon que Laurent Gbagbo. Gbagbo m'avait dévancé au premier tour, mais Billon, vous comprendrez qu'il est 5%. Mais au moins, il est représentatif du PPACI. Le PPACI ne peut pas dire que je l'ai exclu. Vous avez compris pourquoi il a validé Billon? Il valide Billon pour saboter le PPACI. Il valide Billon pour se moquer du président Laurent Gbagbo. Comme il valide Awa Don Melo pour se moquer du président Laurent Gbagbo. Comme il a validé Billon pour se moquer de Tidiane Thiam. Parce qu'en fait, ils sont tous des faire-valoir. Pour que Ouattara dise, ils ne m'ont pas battu, ils ne peuvent pas me battre. Tout le monde le sait. Mais qui est le meilleur parmi les candidats? C'est Ado. Ado ne peut pas être battu par Billon quand même. Si Bédier ne m'a pas battu, ce n'est pas Billon qui va me battre. Il prend Awa Don Melo. Mais. Awa Don Melo, il a beau dire, bon, c'était radical, hein, c'est un homme de gauche, mais il ne peut pas me battre. Tout le monde comprendra que je l'ai battu. On continue. Simone et Yves Babou. Je voudrais dire à notre sœur aînée, Simone et Yves Babou, que je suis déçu de son attitude. Parce qu'en fait, Alassane Ouattara, là, il entre dans les problèmes matrimoniaux des Babou, à travers ce choix.
Ouattara est tellement cynique, il entre dans la vie privée de Gbagbo. Il choisit Simone parce qu'il sait que Madame Simone Gbagbo est porteuse d'une blessure dans sa chair. À savoir que Nadi Gbagbo actuelle, l'épouse de Gbagbo actuellement, Nadiani Bamba d'origine, devenue Madame Gbagbo, a pris le mari de Simone. Comme Simone n'a pas pu reprendre son mari, Ouattara donne à Simone l'occasion de se venger de Gbagbo en étant candidate. Tout en sachant que Simone ne peut pas battre Ouattara. Et que Ouattara peut toujours dire, elle a beau s'appeler Simone et Gbagbo, mais elle ne peut pas me battre quand même, il ne faut pas exagérer. Non, 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 elle n'a pas la popularité de son mari. Mais elle représente quand même les Gbagbo. Hein. Mais Gbagbo ne peut pas dire que je n'ai pas laissé sa famille. C'est quand même son ancienne femme. Elle porte d'ailleurs son nom. Il y aura un Gbagbo dans l'élection. Est-ce que vous voyez à quel point le monsieur est mauvais? Il entre dans un problème de couple hein, à travers cette candidature. Il valide Simone, alors que ce qu'il reproche à Gbagbo, et en vertu de quoi il a éliminé Gbagbo, il peut le reprocher à Simone. Parce que qui était le bras droit de Laurent Gbagbo pendant la crise de 2010-2011? Qui était avec lui et avec la Bible en train de prier pour dire que l'Éternel des armées va venir et que l'armée de Ouattara, l'ONU, la France seront vaincus? Qui était là? Qui était au cœur de la résistance? Mieux que Simone Gbagbo. Simone Gbagbo est comptable de tout le bilan du régime Gbagbo. On ne peut pas dire à Laurent Gbagbo, oh, c'est vous qui avez... Vous êtes exclu de l'élection et puis Simone est incluse. Parce que c'est pas simplement l'ancienne femme de Laurent Gbagbo. C'est une femme politique. Et le bilan du FPI comme parti de pouvoir, on ne peut pas séparer Simone Gbagbo de ce bilan. Le bilan de Laurent Gbagbo, président de la République, c'est le bilan de Simone. Parce que Simone était non pas simplement son épouse au sens privé du terme, mais elle est sa camarade politique et son bras droit principal. Donc vous voyez très bien ce que Ouattara fait. Il amène en politique un problème familial privé. Il choisit l'ex-femme de Gbagbo, d'abord pour faciliter le règlement de compte entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo. Parce que Simone Gbagbo, elle n'a pas arrêté de se plaindre. Rendez-moi mon mari. Comme on ne lui a pas rendu son mari, la voilà donc maintenant utilisée par Alassane Dramane Ouattara pour assouvir sa vengeance contre sa rivale. La voilà donc se retrouvant servir un plan contre le peuple ivoirien. Vous voyez à quel point Ouattara est mauvais? Ouattara entre dans ton couple. Il entre dans ta vie matrimoniale pour faire sa politique dedans. Il vient faire sa politique dans ton lit. Ouattara avait envoyé des gens en Léké pour chasser le président Henri Konan Bédié dans sa chambre à coucher, où ils l'ont trouvé et l'ont menacé de le tuer. Il a allumé un cigare, il a dit, ce que vous voulez faire, faites-le. Je ne sors pas. Ouattara entre là, dans le lit de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara vient se mêler des problèmes matrimoniaux des Gbagbo. Il prend le nom de Gbagbo, il traîne ça pour amener ça dans l'élection, en sachant bien que Laurent Gbagbo, lui, il est exclu. Mais il maintient Simone et Yves. Ça, c'est pour chauffer le cœur, chauffer le rognon de Gbagbo. C'est aussi, bien sûr, pour chauffer le rognon de Nadi Gbagbo, de naissance Nadiani Bamba, l'épouse actuelle du président Laurent Gbagbo. Et le but est vraiment de mélanger tout le monde. Ça, c'est Ouattara. Ça, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Vous voyez, Alassane Ouattara est un démon à forme humaine. Un démon d'allure humaine. De l'humanité, Ouattara n'a que l'allure. C'est-à-dire une certaine apparence. Mais au fond, c'est un démon. Quand vous le regardez très bien, là, vous voyez bien ses cornes. C'est un individu cornu. Voilà pour Simone et Yves Gbagbo. Madame Gbagbo, notre sœur aînée, de la génération même de vraiment notre doyenne, elle sait très bien qu'elle ne peut pas être déclarée vainqueur de cette élection. Elle y va pour régler des comptes personnels. Avec son ex-mari et avec sa rivale. Ça s'appelle candidature et règlement de compte matrimonial. C'est une candidature de crise matrimoniale. C'est honteux. Quand on est une femme politique, une femme d'État, on doit se placer au-dessus des considérations privées lorsque ce qui est en jeu, c'est la nation. Et c'est le lieu ici de saluer le président Aimé Henri Konan Bédié, de lui rendre un hommage mérité. Car en 2020, quand il a vu que les autres candidats légitimes de l'opposition, dont Guillaume Kibafori Soro par exemple, étaient exclus de l'élection, le président Bédié a refusé d'y participer. Il a dit, je ne vais pas cautionner une mascarade électorale. Le président Bédié a refusé, a retiré sa candidature.
Si Mme Simone Eïvé Babou, Awa Don-Melo ou Jean-Louis Billon avaient le sens de l'État, le sens de la nation ivoirienne, ils se retireraient de la course à l'élection présidentielle au nom de l'intérêt général, au nom de la résistance ivoirienne. Ils diraient, nous ne sommes pas candidats. Prenons une autre, la dernière dans la liste, Henriette Lagou. Henriette Lagou, c'est la serviette, c'est la serpillère de Ouattara. Il l'a utilisée comme faire valoir en 2020, en 2015. Elle a toujours été à sa merci. Tous ces parrainages, c'est Ouattara qui lui a donné. C'est Ouattara qui a fabriqué la candidature de Lagou Henriette. Lagou, c'est une lèche-cul de la Ouattari. C'est ce qu'elle est. C'est la description, ce n'est pas une insulte. C'est la description, ce n'est pas une insulte. Donc voilà les... Alors, si ces gens-là aiment le peuple de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, Awa Don-Melo, Simone Eïvé, Henriette Lagou, ils doivent dire immédiatement qu'ils refusent d'être candidats. Ils doivent laisser Alassane Ouattara seul avec son bulletin de merde en main. Si Henriette Lagou, Simone Eïvé Babou, Awa Don-Melo, Jean-Louis Billon aiment le peuple de Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'ils doivent le rejoindre. Rejoindre la lutte du mouvement Trop, c'est trop. Mais est-ce qu'ils en auront le courage? Est-ce que Henriette Lagou, là, avec sa manière de laper les moindres morceaux de viande que Ouattara lui jette et les os que Ouattara lui jette de sa table, est-ce que celle-là va avoir le courage de laisser le peuple ivoirien lutter et d'enlever son estomac sans fond sur la route du peuple ivoirien? Quand on regarde Madame Simone Babou, est-ce qu'elle peut apaiser son cœur, laisser cette affaire matrimoniale de « on m'a arraché mon mari » et rejoindre le mouvement Trop c'est trop pour combattre avec le peuple de Côte d'Ivoire, qu'elle ne devrait jamais contourner et laisser. Elle sait très bien que Ouattara ne proclamera jamais, ne laissera jamais qu'on dise Simone Babou a gagné. Jamais. Elle le sait. Et elle-même sait que son parti politique n'a pas une envergure nationale. Le mouvement des générations capables. En vérité, elle le sait. Elle sait aussi que les partisans du président Laurent Gbagbo ne vont pas transférer mécaniquement leur voix à son ex-femme. Parce que eux, ils considèrent le fait même qu'elle soit candidate, alors que lui, on l'exclut, comme une trahison idéologique suprême. Madame Gbagbo devrait retirer sa candidature. Mais elle avait déjà prévenu, dans une interview sur France 24, qu'elle espère que si elle est candidate, son ancien époux la soutiendrait. C'est là que j'ai compris que c'est Ouattara qui était derrière elle, c'est Ouattara qui la poussait. Elle a toujours une manière de caresser un peu Ouattara, tout en disant des vérités. Maintenant, tout éclate en plein jour. Elle nous déçoit. Madame Simone Eïvé Babou nous déçoit. Mais il n'est jamais trop tard. Elle qui a parfois des révélations fulgurantes du Tout-Puissant, elle peut sortir demain matin et tenir le seul langage qui est attendu d'elle. Je retire ma candidature parce que cette élection ne mérite pas ma caution. Je rejoins le combat du mouvement Trop c'est trop. Si elle le fait, je viendrai ici faire une conférence en son honneur. Pour lui dire merci. Et lui dire, Yako, les douleurs privées, tu les as avalées pour soutenir ton peuple. Comme a su le faire le président Aimé Henri Konan Bédié. Awa Don-Melo, qui se positionne comme le partisan du monde multipolaire, l'idéologue communiste, le matérialiste historique, il a un petit problème persistant. C'est que je ne sais pas quel est le rêve qu'il a eu dans sa tête à lui. Je ne sais pas si c'est un guérisseur ou un sorcier qui lui a dit que quelque part, par miracle, lui, il peut gagner l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais, mon cher frère Awa Don-Melo, quelle est l'ampleur de votre impact pour gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Si ce n'est l'idée que les partisans de Laurent Gbagbo vont se déporter vers vous. Moi, quand je connais les partisans de Laurent Gbagbo, je ne les vois pas se déporter sur quelqu'un. Je ne vois pas les partisans de Laurent Gbagbo se déporter sur quelqu'un. Je ne vois même pas Laurent Gbagbo se tenir devant ses partisans en disant « Votez Awa Don-Melo ou bien votez ». Il va y avoir désobéissance. Et Ouattara va même en profiter pour dire « Ils n'ont pas suivi le mot d'ordre de Gbagbo ». Je ne vois pas Laurent Gbagbo se tenir devant les gens du PPACI et dire « Votez Awa Don-Melo ». Parce qu'au moment où une lutte qui rassemble largement l'opposition ivoirienne est possible, Awa Don-Melo fait faux bond. On doit se dire très clairement que lui aussi a été
opportunément exploité par Ouattara. Et il avait commencé ça depuis un moment. Il faisait des petites messes basses à l'intérieur du PPACI. Il était venu organiser une réunion bizarre ici à Paris. J'ai eu vent de ça. Et je disais, il va trahir le président Babou. Il va trahir le président. Et ça, c'est une trahison. Si tu es le vice-président de quelqu'un qui lui a exclu l'élection et tu t'en vas être candidat contre sa volonté, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la ligne que le parti PPACI a retenue? Est-ce que c'est la ligne du parti? Donc, je dis à Awa Domelo, vous jouez à un jeu trop dangereux. Parce que si ça ne se passe pas comme vous voulez là, vous allez porter le bilan de Ouattara avec vous. Camarade Awa Domelo. Si Alassane Ouattara tombe, si les Alassanistes partent en exil, vous allez suivre. Hein? Quand ils vont tomber là, si vous restez dans votre posture de trahison là, le bilan de Ouattara sera le vôtre. Hein? Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent soutenir Ouattara contre le peuple ivoirien et après leur vie va continuer comme avant. Ce n'est pas vrai. Hein? Vous tombez avec lui. Vous tombez avec lui. Hein? Quant à Jean-Louis Billon, bon, lui, de toutes les façons, on a bien vu qu'il n'était pas capable de gagner l'investiture à l'intérieur du PDCI. Mais Jean-Louis Billon, si vous ne pouvez pas gagner dans le PDCI l'investiture, c'est dans le pays que vous pouvez gagner l'élection. Mais, mon frère Jean-Louis Billon, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça à la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous faites le jeu de Ouattara? Et je conclue ainsi la deuxième partie. Il n'y a pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire parce qu'aucune des conditions d'une élection n'est remplie. C'est une pour-élection. Donc on peut maintenant passer à la troisième et dernière partie de cette émission où nous allons penser, eh bien, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire à court et à moyen terme. Que va-t-il se passer? Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Partagez. Partagez l'émission. On essaye de nous interrompre. Faites un tour de partage encore, mes chers frères. On essaye de nous interrompre. Alassane Dramane Ouattara compte essentiellement sur la brutalité et sur la force pour intimider les Ivoiriens et se faire proclamer pour un 4e mandat anticonstitutionnel à la tête du pays. Je recommence. Sur quoi compte Alassane Ouattara? Il compte essentiellement sur la brutalité, sur la force, pour se faire proclamer au lendemain du 25 octobre, élu faussement pour un 4e mandat anticonstitutionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors la force qu'il veut utiliser, c'est quoi? Bien sûr qu'il veut instrumentaliser la police, la gendarmerie, l'armée, mais également les milices spéciales, les unités spéciales qu'il a fabriquées à coup de corruption financière, qu'il a fabriquées à coup d'endoctrinement pseudo-ethnique, etc. Il compte sur la force. Il faut que tout le monde le sache. Il va vouloir se jeter violemment sur le président Laurent Gbagbo et toute la direction de l'opposition qui est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est très clair. Les prochaines manifestations populaires en Côte d'Ivoire vont être pour Ouattara l'opportunité de se jeter avec fureur contre le leadership de l'opposition. Mais, sur quoi compte le peuple de Côte d'Ivoire? Le peuple de Côte d'Ivoire a plus d'avantages que Ouattara, que le régime de Ouattara. Premièrement, le peuple ivoirien sait que le régime d'Alassane Dramane Ouattara n'est pas uni derrière lui, que c'est un régime d'individus corrompus. Ils ne sont là que parce qu'ils mangent beaucoup d'argent autour de lui. Et les gens qui volent là, ils ne prennent jamais de risques. Dès que ça chauffe, ils fuient. C'est vrai des mercenaires, c'est vrai des militaires au gros ventre, petit caleçon, avec l'argent volé au peuple. Dès que ça pète, ils fuient. Parce qu'ils ont gardé de l'argent à l'étranger, ils s'en vont rejoindre cet argent pour le manger. Et d'ailleurs, il y a un phénomène incontestable qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, c'est l'expatriation, c'est l'extraction, l'exfiltration des membres des familles, des dirigeants du RHDP. La plupart des ministres, des directeurs d'entreprise, des chefs principaux du régime RHDP, la plupart d'entre eux a déjà fait sortir toute sa famille. La plupart d'entre eux a fait faire plusieurs passeports de plusieurs nationalités à tous les membres de leur famille. La plupart d'entre eux a acheté des résidences à l'étranger, en Europe, au Moyen-Orient, partout ailleurs en Afrique, où ils ont positionné leur famille. Ils sortent comme des lapins, parce qu'eux-mêmes, au premier problème, ils fuient, parce qu'ils ont beaucoup volé
Et pour eux, ça serait con de crever, alors même que ce qu'ils ont volé là, ils n'auront pas fini de le manger avant leur mort. Il faut savoir que c'est un régime de poltrons, de gros peureux. Vous avez vu comment ils se sont réjouis quand Alassane Ouattara a annoncé sa fausse candidature. C'est avec la même vitesse là qu'ils se sont réjouis, c'est avec la même vitesse là qu'ils vont fuir. Leur patron, même Alassane Ouattara, est le patron du sauté clôture. Il est connu pour fuir à la première alerte. Alassane Ouattara n'aime pas les bruits. Dès que ça chauffe, dès que, il est parti. Il ne dure pas de mauvais rêves. C'est quelqu'un qui saute une barrière. À pratiquement 60 ans, il saute une barrière d'ambassade, plonge chez l'ambassadeur d'Allemagne, s'engouffre dans un champ français, fuit à l'ambassade de France, court au Gabon pour échapper à la mort. Alassane Ouattara, c'est le sprinter de l'échappement. Et tout son parti là, les Ivoiriens doivent savoir, ils sont violents parce qu'ils sont peureux. C'est la peur qui les rend violents. Mais il y a un deuxième élément important avec les Ouattara. C'est qu'ils ont mis l'écrasante majorité des institutions et de ceux qui sont dans les institutions de Côte d'Ivoire contre eux. Les gens attendent le moment de faiblesse de Ouattara pour lui montrer toute la rancune qu'ils lui ont gardée. Dans ce pays-là, la rancune qui est accumulée contre Ouattara, elle dépasse en taille la hauteur du Kilimandjaro en Afrique de l'Est. Wallahi. Les gens haïssent les Ouattara. Ils sont les seuls à ne pas le savoir. Les gens leur sourient dans la journée, mais la nuit, les gens sont prêts à les manger crus. Les gens leur sourient parce qu'ils ont peur de leur violence. Ils ont peur de leur fiole. Ils ont peur de leur maca, où ils jettent à tour de bras les moindres contradicteurs. Mais les gens guettent le moment où les Ouattara seront faibles. Vous allez entendre et vous allez voir des choses inouïes. Je continue. Contrairement aux périodes précédentes, Alassane Dramane Ouattara et son régime n'ont pas de base arrière en Afrique. Tout le régime d'Alassane Dramane Ouattara est prédisposé à se jeter dans l'océan Atlantique, à se jeter dans les avions et à fuir. Parce qu'ils ne peuvent pas se cacher en Guinée-Conakry. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent pas se cacher au Mali. Ils ne peuvent pas se cacher au Ghana. Ils ne peuvent pas aller se cacher au Burkina Faso. Ils ne peuvent pas aller se cacher au Togo. C'est fini. La sous-région leur est hostile. Parce qu'Alassane Ouattara est décrété ennemi numéro 1 des peuples africains. Et même des régimes qui entourent son pays. Tout le monde sait que cet homme est mauvais. Et personne ne voudra de lui chez lui. Ouattara sait ça. La preuve, quand il a tenté de mener la guerre de la CEDEAO contre le Niger, qui l'a suivi? Personne. Personne ne l'a suivi. Parce qu'on sait que, comme l'ont dit les Baoulés de Dembokro, son nom véritable est Ao Singben, celui derrière qui tu vas et puis tu n'as rien. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que même les Français, le régime Macron, ils ont prévenu Ouattara. Si ça tourne au vinaigre, ne compte pas sur nous. Si ça tourne au vinaigre, ne compte pas sur nous. Nous ne sommes pas prêts à réengager physiquement des troupes en Côte d'Ivoire pour sauver ton régime. Tu dis que tu es très fort. Si ça chauffe là-bas, il ne faut pas citer le nom de Macron. Vous pensez que quand il a été à Paris, on lui a promis de sacrifier du sang français pour lui? Non. On lui a dit, il faut maîtriser la situation. Parce que si ça t'échappe, nous, on s'en lave les mains. Et d'ailleurs, de toutes les façons, la France n'est pas dans les mêmes conditions qu'en 2010-2011, où elle avait toute l'ONU derrière elle. Les résolutions des Nations Unies pour elle. Il n'y aura pas de résolution des Nations Unies en faveur de Ouattara. La France ne pourra pas faire passer une résolution des Nations Unies en faveur du régime Ouattara. La Russie et la Chine s'y opposeront. Systématiquement. Donc ils savent que l'ONU n'est pas derrière eux. La sous-région n'est pas derrière eux. Donc contrairement aux apparences, le régime Ouattara est au summum de sa faiblesse. Sa force n'est qu'une apparence. Aux premières difficultés, ils vont tous fuir. Et enfin, il y a une cinquième raison qui est très sérieuse. C'est que cette fois-ci, l'opposition ivoirienne est rassemblée sur des bases non ethniques. Les Ivoiriens savent qu'il faut se débarrasser du régime de Ouattara et que ce n'est pas une affaire de nordistes, de sudistes, de centristes, de westistes ou de western. C'est une affaire ivoirienne. Il est temps de se débarrasser d'un régime qui a humilié les Ivoiriens de toutes les régions. Les Ivoiriens de toutes les religions, les Ivoiriens de toutes les idéologies, les Ivoiriens de tous les partis, les Ivoiriens de toutes les générations ont été humiliés par ce régime. C'est donc une affaire d'honneur pour le peuple de Côte d'Ivoire. Or, si le peuple de Côte d'Ivoire, qui en est capable, sort par millions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, Ouattara fuit s'il a de la chance. Ouattara fuit.
Wallahi billahi talahi. Ni l'armée, ni la police, ni les troupes spéciales ne se permettront de se dresser devant des millions d'Ivoiriens en colère. Ils ne pourront pas. Se dresser devant des millions d'Ivoiriens en colère, ce serait suicidaire. Quand le rapport de force entre les forces de défense et de sécurité et les civils est de 1 face à 100, un soldat face à 100 hommes, le soldat qui tire se suicide. Ce sont les forces armées elles-mêmes qui iront, en cas de mobilisation monstre dans le pays, qui iront dire à Ouattara, il faut partir. Ils sont trop nombreux. Wallahi billahi ta'ala, on ne peut rien faire. Hein, patron, c'est mauvais. Pardon, attends, il faut partir. Pardon, il faut partir. Wallahi, c'est ce qui va se passer. Et les Ivoiriens ont montré qu'ils sont capables de ce sursaut collectif. Les Ivoiriens ont montré qu'ils peuvent sortir de Korogo à Aboissou, d'Aboissou à Man, de Man à Abidjan, d'Abidjan à Yamoussoukro, de Yamoussoukro à Béoumi, de Béoumi à Akoupe, à Alépé, à Divo, à Daloa, à Gagnoa. Les Ivoiriens peuvent sortir. À Mankono, partout ils peuvent sortir pour dire ça suffit. Ça suffit. Dans une telle situation, dans une telle configuration, Alassane Dramane Ouattara sera contraint, dans le meilleur des cas, à venir en exil en France. Voilà. Donc, dans cette troisième partie de cette allocution, de cette conférence, je tiens à vous dire que le peuple ivoirien n'a pas d'autre choix que la révolution populaire pacifique. Et les Ivoiriens et les Ivoiriennes des forces de défense et de sécurité n'ont pas d'autre choix que de protéger le peuple ivoirien. Parce qu'Alassane Ouattara ne peut pas être la garantie de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Qu'il surendette, la Côte d'Ivoire qu'il méprise, la Côte d'Ivoire qu'il a brutalisé tellement de fois. Ce type ne peut plus représenter une ombre d'espoir, d'espérance pour ce pays. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et ce qui va se passer en Côte d'Ivoire est le modèle de ce qui doit arriver dans toutes les dictatures africaines. Et je cite nommément celle de mon pays natal, le Cameroun. Les Ivoiriens vont montrer à mon pays natal, le Cameroun, comment un peuple se libère. Wallahi billahi ta'ala. Si le Cameroun ne montre pas ça aux Ivoiriens, ce sont les Ivoiriens qui vont montrer ça au Cameroun. Quelqu'un va montrer quelque chose à quelqu'un dans ces deux pays-là. Mieux, ça va être la compétition des peuples contre les tyrans. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, Madame Lagou, Madame Eivé Babou, Madame Monsieur Billon, Monsieur Domelo, ce sont des aventuriers ambigus. Ce sont des marionnettes. Ce sont des choses de la Ouattari. Aucun d'entre eux, face à Alassane Ouattara, ne peut revendiquer l'ombre d'une victoire. Même si, par impossible, Simon Babo, Awa Domelo, etc. se coalisent pour ne choisir qu'un candidat parmi eux, Alassane Ouattara dira toujours qu'il les a battus. Parce qu'ils ne sont pas nationalement représentatifs. Ils n'ont pas un spectre de représentativité large. Ce spectre que peuvent avoir les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro, eux, ils l'ont pas. Ils n'ont pas la dimension d'homme d'État qui est nécessaire pour affronter Ouattara. Donc, je réitère en conclusion de cette conférence mon appel au renoncement à ces candidatures pour le peuple de Côte d'Ivoire. Madame Babo, Monsieur Domelo, Monsieur Billon, Madame Lagou, ne vous moquez pas des Ivoiriens. Retirez-vous immédiatement de cette histoire. Laissez Ouattara seul avec son bulletin. Quand il sera seul avec son bulletin, lui-même il saura qu'il lui faut partir. Mettez Alassane Ouattara face à une situation historique jamais vue. Tous les candidats retenus par le tyran choisissent le peuple et refusent de cautionner le tyran. Le tyran se retrouve seul candidat à une non-élection confirmée. Et alors là, c'est la mobilisation populaire qui gagne. Si vous posez cet acte, Alassane Ouattara sera définitivement isolé et facile à accueillir. Si vous ne posez pas cet acte, Ouattara tombera quand même, mais avec vous. Il tombera avec vous, Madame Babou. Les Ivoiriens ne vous pardonneront pas de l'avoir soutenu contre eux, en cautionnant sa mascarade, comme Kakabe l'a fait en 2020. Monsieur Billon, si Ouattara tombe avec vous,
avec votre caution de participation, vous tomberez avec lui. Et ça ira jusqu'à vos entreprises, votre chute. Les Ivoiriens vont tout faire tomber. Là où ils sont là, les Ivoiriens, ils savent que c'est la bataille de leur libération. Monsieur Billon, vous avez beaucoup d'intérêts en Côte d'Ivoire. N'associez pas vos intérêts à Ouattara. N'allez pas dedans. Et vous gagnerez. Le peuple ivoirien vous sera reconnaissant d'avoir pris son parti. Madame Lagou, vous avez assez mangé comme ça. Dans les machines de 2015, vous avez mangé dedans. 2020, vous avez mangé. Lagou, estomac sans fond, quittez dans ça. Arrêtez de jouer les hiboux dans la politique ivoirienne. Lagou arrête. Les Ivoiriens vont vous adresser la facture dans les prochains jours. Si vous ne vous retirez pas, vous tomberez avec Ouattara. Wallahi bilal talay. Je vous le dis. Awadon Melo. Attention à l'imposture, camarades. Attention à l'imposture. Vous avez vous-même reconnu que vous n'avez pas l'envergure du président Gbagbo. Donc vous ne pouvez pas battre Alassane Ouattara. Non, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas l'envergure du président Laurent Gbagbo, il s'ensuit tout naturellement que vous ne pouvez pas battre Ouattara. Parce que même quand même au premier tour de 2010, Laurent Gbagbo était devant Ouattara. N'est-ce pas? Vous ne serez pas devant dans quelques premiers tours que ce soit. Vous servirez de faire valoir aux tyrans que vous prétendez combattre. Camarade Awa Domelo, évitez de tomber avec Ouattara. Parce que si vous tombez avec Ouattara, vous le regretterez pour toutes les dernières années de votre vie. Alassane Ouattara a fait l'unanimité contre le peuple ivoirien et contre le peuple africain. Il doit être combattu comme tel. Voilà les enjeux de cette pour-élection qui viennent de vous être exposés. Et je vous remercie d'avoir massivement partagé le présent direct. Que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les leaders de la résistance ivoirienne, à la tête desquels l'ancien président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo. L'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Et l'ancien ministre, actuellement président du PDC-RDA, Tidiane Thiam, et tous leurs compagnons. Mais au moment de conclure cette émission, je voudrais juste vous rappeler une position qui a été adoptée par le président Guillaume Soro et qui doit éclairer la lanterne du présent. Le président Guillaume Soro a, quant à lui, publié un communiqué qui peut avoir échappé à la vigilance de plusieurs d'entre vous. Un communiqué il y a 9 heures de temps, donc longtemps avant la décision du Conseil constitutionnel. Je tiens à rappeler que le président Guillaume Soro, lui, il n'a pas déposé de dossier de candidature. Une fois qu'il a vu qu'on l'a exclu des listes électorales, il n'a même pas déposé de dossier de candidature. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il l'explique dans ce communiqué. Écoutons le communiqué. Déclaration numéro 014-2025 de Génération et Peuple Solidaire relative à la vie de la nation. Elle a été publiée aujourd'hui, 8 septembre 2025, dans la matinée. Le cadre restreint de Génération et Peuple Solidaire, GPS, s'est réuni ce samedi 6 septembre 2025 sous la présidence de M. Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement. Cette importante rencontre qui marque la reprise de ses activités après une pause a été essentiellement consacrée à l'analyse de la conjoncture politique nationale à quelques encablures de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. La réunion du cadre restreint de GPS a pris la pleine mesure du désastre qui se profile à l'horizon avant de définir la posture du mouvement face à la forfaiture en cours. Premier paragraphe, du chaos ouattarien. Le cadre restreint constate avec gravité que la Côte d'Ivoire s'achemine malheureusement vers une nouvelle crise politique majeure par son obstination à briguer un 4e mandat, après avoir déjà imposé un 3e mandat illégal en 2020. Monsieur Alassane Ouattara engage la nation sur une voie périlleuse, menaçant même sa survie. En effet, en 2020, le 3e mandat braqué par M. Ouattara fut un viol manifeste de la Constitution, obtenu non par le droit mais par la force, par les massacres de civils, la répression brutale et l'exclusion des principaux candidats. Ainsi, l'élection présidentielle a-t-elle été transformée en une tragédie politique et humaine. Le projet de 4e mandat s'inscrit dans la continuité de cette dérive totalitaire et tyrannique. Il consacre la volonté de confiscation du pouvoir en instaurant une présidence à vie déguisée, une monarchie électorale et une dynastie politique. Deuxième paragraphe, deuxième partie, de l'unité de l'opposition pour faire front contre la dictature. Face à la tyrannie,
Le cadre restreint regrette que l'opposition continue d'avancer en rang dispersé, sans concertation véritable sur les grands enjeux, pour opposer une réponse unifiée au pouvoir. Cela nourrit le mépris du régime. Il est évident qu'une opposition fragmentée ne peut inspirer ni crainte ni respect. Incapable de se réunir dans un cadre stratégique commun, elle offre ainsi au régime une résistance dispersée. Il est encore temps pour qu'elle se ressaisisse et qu'elle réalise la nécessaire union face à la dictature, au-delà de ce qui peut accessoirement la diviser. Troisième partie, de la posture de Génération et Peuple Solidaire à la présidentielle d'octobre 2025. Le cadre restreint rappelle que la position adoptée par l'instance suprême du mouvement, la Conférence nationale d'expression citoyenne CNEC, au lendemain de l'élection présidentielle de 2020 a été de ne point reconnaître au nom de la loi fondamentale M. Alassane Ouattara comme président élu légal et légitime de la Côte d'Ivoire. Je relis cet endroit-là. Le cadre restreint rappelle que la position adoptée par l'instance suprême du mouvement, à savoir la Conférence nationale d'expression citoyenne CNEC de GPS, au lendemain de l'élection présidentielle de 2020, a été de ne point reconnaître au nom de la loi fondamentale, M. Alassane Ouattara comme président élu, légal et légitime de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne l'a jamais reconnu. À ce titre, GPS a refusé conséquemment de participer et de cautionner les législatives et les municipales. Peut-on aujourd'hui agir différemment sans se renier? En violant la constitution ivoirienne et en imposant un troisième mandat inconstitutionnel, Alassane Ouattara s'est lui-même mis hors la loi. Il s'ensuit que les institutions qu'il a mises en place ne peuvent échapper à ce vice originel. Elles portent elles aussi la marque de l'illégalité et de l'illégitimité. Et la maxime de droit ex injuria jus non oritur, qui signifie que le droit ne peut naître de l'illégalité, nous l'enseigne fort à propos. L'illégalité ne saurait engendrer la légitimité. Dès lors, comment prétendre participer à des élections que l'on sait vicier à la racine, puis en contester les résultats par la suite? Une telle contradiction, loin de servir le peuple, ne ferait que renforcer le système que l'on dénonce. Accepter de se soumettre au jugement d'un conseil constitutionnel originellement illégal, c'est se condamner d'avance. Participer à la présidentielle organisée par ce même système illégal et illégitime ne serait pas seulement une incohérence, mais constituerait une compromission politique et morale. La ligne de GPS est limpide. M. Ouattara occupe illégalement le palais présidentiel. Prendre part à cette forfaiture électorale reviendrait à le légitimer. D'où la vertu comme ligne directrice. Le cadre restreint rappelle que GPS est né pour incarner la clarté, la constance, la cohérence et la vertu. GPS n'est pas un mouvement opportuniste, c'est un mouvement de reconstruction. Oui, la vertu coûte, mais elle seule peut engendrer une alternative crédible et durable. La mission de GPS n'est pas de rechercher les honneurs électoraux, mais de demeurer fidèle à la cohérence doctrinale. Génération et Peuple Solidaire ne se réduit pas à une stratégie électoraliste. Sa mission est noble, plus haute et plus ambitieuse. Refonder les bases politiques et éthiques de la Côte d'Ivoire pour ouvrir la voie à une véritable rupture démocratique. Face au chemin de la compromission facile, GPS choisit celui, certes difficile, de la fidélité aux principes. Il fait le choix de la vérité, même au prix de l'isolement, car l'histoire retient toujours les trahisons, mais honore la constance. Génération et Peuple Solidaire entend rester le mouvement de l'intelligence, de la cohérence, de la rigueur morale et de la constance. Il assume d'être minoritaire aujourd'hui, pourvu qu'il soit l'artisan de la victoire morale demain. La fidélité aux principes demeure la seule boussole du vrai leadership à GPS. Dernier paragraphe, dernière partie, des orientations de Génération et Peuple Solidaire. Le cadre restreint de Génération et Peuple Solidaire réaffirme sa pleine adhésion et sa participation à toutes les activités initiées par les partis de l'opposition, notamment par la plateforme Trop c'est trop. Il appelle ainsi ses militants à rejoindre toutes les mobilisations organisées dans ce sens. Génération et Peuple Solidaire réaffirme son attachement indéfectible à la souveraineté du peuple, au respect scrupuleux de la Constitution et à l'alternance démocratique comme socle de toute république digne de ce nom et en appelle au réveil du peuple ivoirien. À ce moment crucial de notre histoire, le peuple ivoirien, dans sa sagesse et son courage, ne peut ni courber l'échine, ni détourner les yeux.
il doit se tenir debout, fidèle à sa tradition de dignité et de résistance, pour défendre par tous les moyens pacifiques, constitutionnels et citoyens, sa liberté menacée et sa souveraineté confisquée. Fait à Abidjan, le 8 septembre 2025, le cadre restreint de Génération et Peuple solidaire. Voilà un communiqué qui résume la position de notre mouvement et de son leader. Nous ne reconnaissons et n'avons jamais reconnu, depuis 2020, Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Moi, je ne l'ai jamais appelé comme ça. Depuis 2020, je ne l'appelle pas comme ça. Nous ne l'appelons pas comme ça. Le président Guillaume Soro ne l'appelle pas comme ça. C'est le président du RHDP. C'est un président de facto. C'est un usurpateur, Fifi. Nous ne reconnaissons pas des élections organisées frauduleusement par cet individu frauduleux, à la fois illégal et illégitime. Nous considérons que le peuple ivoirien est le seul souverain et qu'il doit se battre pour reprendre sa souveraineté volée. C'est la lutte populaire qui va libérer le peuple de Côte d'Ivoire. Pas la pitié de Ouattara, encore moins celle de la France-Afrique. Je suis fier d'être le coordonnateur de la commission formation livre du mouvement ivoirien Génération et Peuple solidaire. Je suis fier de la constance, de la solidité de notre mouvement ivoirien et de la fermeté de son leader au combat. Ma conviction est qu'Alassane Ouattara tombera et que Guillaume Kibafori Soro, aux côtés des autres authentiques combattants de la liberté des Ivoiriens, à la tête desquels le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, eh bien, il pourra pleinement jouir de ses droits civiques et politiques dans une Côte d'Ivoire libérée de la dictature. Telle est notre conviction et c'est ce combat qui doit être mené. No pity in business. Struggle, struggle, struggle for freedom and sovereignty in Ivory Coast. Voilà la vie. Une domination qui ne dit pas son nom, mais qui détruit notre avenir. Depuis des décennies, la France contrôle notre pays. Elle impose ses choix, place ses pions, manipule nos dirigeants. Pendant que le peuple souffre, elle protège ses intérêts. Ceux qui osent dire non sont réduits au silence. Prison, exil, assassinat. Un seul objectif, maintenir la Côte d'Ivoire sous tutelle. Orange, Air France, Total Énergie. Ces entreprises ne sont pas neutres. Elles espionnent, elles traquent, elles financent. Elles participent à la colonisation économique et politique de notre pays. Tant que la France restera en Côte d'Ivoire, nous ne serons jamais libres, jamais maîtres de nos richesses, jamais maîtres de notre destin. Il est temps d'agir. Chaque geste compte, chaque Ivoirien compte. Ensemble, reprenons notre souveraineté. Liberté pour la Côte d'Ivoire. La lutte commence maintenant.